Merci Christophe pour l'introduction. Merci le Revue du Ciel pour votre accueil. Et moi, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Emmanuel Plane, direction du cycle de l'eau à la métropole de Lyon. Quelques mots sur la métropole de Lyon pour ceux qui sont de la région Grand Est et qui connaissent peut-être pas très bien. Donc on se situe dans le département du Rhône, dans la vallée du Rhône, donc c'est un peu plus au sud que la région Grand Est, environ 375 km à vol d'oiseau, donc environ 2 heures à vol de Green Observer, si je ne dis pas de bêtises. La métropole de Lyon est assez singulière dans son organisation, puisqu'elle accumule les compétences de l'ancien département du Rhône sur son territoire. C'est un statut particulier qui est issu de la loi MAPTAM de 2014. Donc on a les ex-compétences de la communauté urbaine, tout ce qui est ingénierie, et les compétences d'un département courant, la gestion des collèges, le social, etc. La métropole s'étend sur 58 communes, 1,2 million d'habitants, et s'organise autour des deux fleuves Rhône et Saône. On est à la confluence de ces deux fleuves. Petit clin d'œil sur un sujet militaire et aérien. Sur la métropole de Lyon, on a la base militaire, le Centre national de commandement opérationnel de tout le contrôle aérien de l'espace national. Et c'est aussi une des 4 bases de l'OTAN en Europe. Donc tous ceux qui ont eu l'occasion de traverser la métropole en avion, s'il y a des pilotes dans la salle, ont dû être confrontés à certaines contraintes particulières. Alors ce qui explique aussi ma présence aujourd'hui, c'est qu'on a eu l'occasion de travailler avec l'Europe Vue du Ciel il y a quelques années, ce que j'ai appelé l'ortho-confinement. Donc on était sollicité par mes collègues de l'aménagement, de la voirie, pour mettre à jour des secteurs en jeu sur le linéaire d'un nouveau tramway et le linéaire d'une nouvelle ligne de bus. Par ailleurs, il y avait quelques nouvelles ZAC, et on a profité également de ce projet pour mettre à jour la presqu'île. On avait une prise de vue qui datait de 2018 et qui n'était pas prévue d'être mise à jour avant 2 ou 3 ans. Donc on a tenté l'expérience l'Europe Vue du Ciel durant le confinement. On a lancé un bon de commande le 30 avril 2020. Le vol a eu lieu le 4 mai, donc quelques jours plus tard. Et 20 jours plus tard, on avait les premiers livrables. Donc j'ai bien pris soin de vous faire apparaître les linéaires qui ont été parcourus, parce que c'est des formes un petit peu atypiques, coupées à la hache. Ce n'est pas des linéaires qu'on peut réaliser en vol traditionnel avec des gros moyens par avion. Par drone, c'était un petit peu compliqué étant donné les étendues. Donc pour le coup, l'ULM était parfaitement adapté. La mission a duré que 2 heures finalement sur place, hors convoyage, pour des emprises totales de 40 km², sur 6 secteurs distincts, 40 axes. On peut voir ici les clichés, et la résolution au sol de 5 cm. Donc expérience réussie, pour nous c'était une satisfaction. Pour les services urbains qui avaient besoin de mise à jour, c'était une réussite aussi. Donc voilà, un beau projet, 2020, ça fait déjà 4 ans. J'ai mis quelques exemples. On est sur la place principale de Lyon qui s'appelle la place des terreaux. Il y a une belle ombre portée d'ailleurs, c'était une prise de vue hivernale. Ça c'est en mode normal quand il y a plein de monde. Puis voilà en mode confinement. Donc c'est toujours impressionnant et assez curieux de voir ces photos. Idem sur la place Bellecour, au centre de Lyon, en mode normal et en mode confinement. Donc il y avait une personne peut-être avec son chien. Et puis d'autres images un peu plus remarquables, justement sur le tracé du tramway. Là. Donc là, c'est l'ortho 2018 qu'on avait en stock. Et puis on a fusionné l'ortho réalisé par le Green Observer. Autre exemple ici. Donc là, les collègues de la voirie, de l'aménagement, de la gestion des carrefours à feu, des voies cyclables, etc., avaient besoin de ces infos. Donc ils étaient ravis d'avoir enfin un linéaire à jour. Un autre exemple. Puis le tramway a pris soin de rester au centre du carrefour pendant la prise de vue. Donc on s'était coordonnés. Donc pour nous, la géomatique, c'était bien aussi, parce que c'était une réussite. On est content de ce travail, qui a été réalisé très rapidement et de manière très agile, ce qui est un peu l'ADN du Green Observer, si j'ai bien compris. Donc on en a profité pour nous aussi communiquer en interne sur cette prestation. Voilà, ça c'est une petite parenthèse refermée sur l'expérience avec l'Europe Vue du Ciel. Je reviens un petit peu à la métropole de Lyon, donc on est une grosse structure. J'appartiens moi à la direction du cycle de l'eau, qui est une petite brique sur l'organisation générale de la métropole. Et cette direction du cycle de l'eau se compose aujourd'hui de 650 agents, parmi lesquels la géomatique, je vais y revenir. La direction du cycle de l'eau, c'est
une dizaine de services que je vais vous citer les uns après les autres. Donc le pilotage eaux usées, eau pluviale, GEMAPI, les services ressources techniques qui réalisent et font réaliser tous les travaux sur les réseaux d'assainissement, et l'équipe géomatique à laquelle j'appartiens se trouve dans le service ressources techniques. On a aussi des équipes d'exploitation, donc des égoutiers. Sur les 3200 km de linéaire d'assainissement à la métropole, on a plus de 600 km de réseaux visitables. On gère aussi l'exploitation des stations et des relèvements, une exploitation de stations d'épuration en régie, qui est la station de Pierre-Bénite, qui recueille 950 000 équivalents habitants, un laboratoire interne, une équipe qui s'est bien renforcée côté rejet non domestique, donc c'est le contrôle des industriels, et puis une équipe qui va gérer la stratégie de l'eau potable et la DECI. Donc la DECI, c'est la défense extérieure contre l'incendie. Et je vais vous en parler une minute, puisqu'il y a un sujet sur la régie publique de l'eau, très récent, qui est d'actualité. Donc la métropole de Lyon a fait le choix de ne plus déléguer la gestion de l'eau potable. Donc elle est maintenant en régie publique, avec une personnalité morale et en autonomie financière, puisque l'eau est aujourd'hui un bien commun, une gestion qui ne se veut plus marchande, en tout cas d'un point de vue politique à la métropole. Donc il y a un établissement public qui a été créé en janvier 2022 et qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2023. Donc ça paraît rapide, mais là, ça a été très compliqué de mettre ça en place finalement en 2 ans. Cette régie publique de l'eau, elle fait l'objet d'un conseil d'administration en termes d'organisation, avec des élus de la métropole qui siègent, des élus des usagers, des représentants des usagers et des représentants des salariés. Donc la régie publique, c'est un peu une entité à part, complètement, qui gère l'exploitation de l'eau potable, des captages, jusqu'à la facturation et la relation usagée. Il gère aujourd'hui 11 champs de captage, dont un, le centre de captage de Crépieux-Charmilles, qui assure 90% des 210 000 m3 d'eau consommée chaque jour sur la métropole. Et ce champ de captage se compose de plus de 100 puits. Je vous parle maintenant de la stratégie, la compétence DECI, défense extérieure contre l'incendie. Donc ça, c'est lié à l'héritage des compétences de l'ex-département. On a une équipe à la direction de l'eau qui gère les équipements, donc les poteaux incendie, les points d'eau incendie en général. Il y a plus de 15 000 équipements à gérer. On a un aperçu de la carto sur l'écran. Et je vous en reparlerai plus tard. On travaille pas mal avec cette équipe. Et puis l'équipe géomatique, vous avez remarqué qu'on a un petit dress code particulier pour la photo. On est 7 agents à la direction du cycle de l'eau, à gérer la carto, la géomatique. On gère 150 couches métiers, donc ce sont des couches spécifiques à l'assainissement, au milieu aquatique. On a des couches galeries, parce qu'on a pas mal de galeries sur Lyon. Une dizaine d'applications informatiques, des dizaines de traitements, vous allez comprendre pourquoi. On fait évidemment de la formation, de l'accompagnement, beaucoup de services et de développement, pas mal de production cartographique aussi, et puis diverses sollicitations de plus en plus nombreuses. On a également une newsletter qui me tient à cœur et qui permet de partager notre activité et nos différentes mises à jour à tous les agents de la direction. Alors avant de vous parler de ce qu'on fait aujourd'hui, j'aime bien revenir en arrière, parce que le SIG de la métropole de Lyon, il a une petite histoire assez singulière également, puisqu'ils étaient dans les pionniers dans les années 80 pour pousser le SIG. Donc ça a commencé dans les années 78, moi j'étais pas encore né, où il y avait déjà l'outil Serail. Donc c'est une époque où on aimait bien baptiser nos applications. Serail pour simulation des écoulements dans les réseaux d'assainissement interurbains de Lyon. Ensuite, dans les années 80, il y a eu le premier fichier informatique qui décrivait le réseau d'assainissement. Et le gros virage côté SIG a eu lieu en 1985 avec un schéma directeur informatique et organisation pour mettre en place 36 applications. Et c'est là que le système urbain de référence a été baptisé et le centre de données urbaines, qui était l'équipe centrale qui gérait le SIG à l'époque. J'ai retrouvé la délib de l'époque, donc c'était un projet à 10 millions de francs, donc mis à l'ordre du jour avec une calculatrice qui m'a permis de calculer le montant avec l'inflation. Ça représente environ 3,5 millions d'euros. Donc à l'époque, il y avait des belles illustrations pour porter un petit peu les projets. Vous voyez, l'informatisation permet de satisfaire de multiples demandes. J'ai également trouvé d'autres documents qui disaient qu'au passage à l'an 2000, parce qu'à l'époque c'était le fantasme de l'an 2000, tous les sous-sols et tous les réseaux seront connus. Bon,
Ensuite, en 1987, première application sur l'assainissement qui s'appelait alors Jessica, gestion, simulation et conception de l'assainissement. Et en 1989, mise en œuvre de la première chaîne de récollement numérisée. Donc à l'époque, les agents travaillaient sur des stations de travail Unix avec des gros écrans, une solution APIC, des bases de données relationnelles CCHR et des belles tables à digitaliser. Donc on peut avoir un exemple d'un open space de l'époque. Ensuite, il ne s'est pas passé grand-chose puisque ça fonctionnait très bien, jusqu'en 2004, où on a eu les nouvelles applications, les premières refontes d'applications, bureautiques et web. Bon, là, on est passé sur des solutions Esri en ce qui concerne les applications de l'eau. Donc pareil, des applications qui avaient des petits noms comme Signe, capitalisation des informations pour la gestion numérisée de l'eau, et son petit jumeau pour Internet, consultation des informations géographiques de l'eau sur le net. Donc c'est une époque où on faisait beaucoup d'informatique à façon. Il y a eu pas mal de développements spécifiques qui ont été créés, notamment des parcours de graphes, de la propagation de pollution, des recherches d'établissement, des profils en long. Je n'ai pas prévu de vous faire une démo, mais en tout cas, c'est des outils qui fonctionnaient et qui ont bien fonctionné et qui fonctionnent encore à la métropole. Ensuite, il ne s'est pas passé grand-chose puisque tout fonctionnait jusqu'en 2021. 2021, mise en production d'une nouvelle application mobile à la direction du cycle de l'eau. Donc une application qui fonctionne très bien, qui est vraiment un succès et qui a été appréciée par les agents de terrain, qui permet non seulement de consulter le SIG, mais également de faire des mises à jour dans le SIG en direct. Et aujourd'hui, cette application est utilisée pour faire des comptes rendus d'intervention. Donc au-delà de l'aspect cartographique, ce sont des échanges entre les différentes équipes pour intervenir sur un secteur, faire des curages, solliciter des moyens particuliers. Donc voilà l'outil aujourd'hui utilisé dans la direction de l'eau. Parallèlement, en 2021, la métropole a lancé le projet de refonte globale de son SIG. Donc un peu comme en 1985, quelque part, j'ai retrouvé la délib. Il y a 22 applications qui vont être refondues pour un budget d'environ 3 millions d'euros. Et donc la direction de l'eau fait partie de ces 22 applications. On est en train de refondre le SIG web et on va attaquer la refonte du SIG bureautique. Donc vous voyez qu'on a un patrimoine important, c'est pour ça que je voulais aussi vous présenter notre histoire, et un héritage. Alors derrière le mot d'héritage, on bénéficie de beaucoup de choses, et c'est parfois un petit poids. Donc on doit jouer entre notre héritage et faire évoluer les choses. Donc on est un petit peu les Shadocks parfois, vous allez comprendre pourquoi. Donc là vous avez sous les yeux l'architecture historique des bases de données Oracle, très robustes, propriétaires, des applications bureautiques connectées à ces bases, et puis nos applis web qui s'appellent Signet. On a un projet de migration qui a été lancé dans les années 2021. On pousse toutes nos données sur des bases PostGIS. À terme, nos clients bureautiques seront plutôt des clients de type QGIS, même si on a aussi des solutions propriétaires au besoin. Notre application web est en cours de mise en prod là. Elle va s'appeler Siglo demain et elle sera connectée bien sûr aux nouvelles bases Postgre. On a les applis en mobilité qui sont déjà connectés aux applications, aux bases Postgre, pardon. Et puis vous imaginez bien qu'entre le monde d'avant qui tourne encore et sur lesquels on a plein d'agents qui travaillent et le monde de demain qui est aussi déjà en production, on a pas mal de synchronisation à effectuer. Donc là il y a le petit logo d'un logiciel que vous connaissez sûrement qui est FME. Donc ce n'est pas une chaîne de migration qui tourne en permanence, mais c'est une myriade de chaînes qu'on a à entretenir au quotidien. Et puis on s'était évidemment interdit de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on se disait que les mises à jour n'auraient pas lieu du sens PostgreSQL vers Oracle dans l'ancien monde. Voilà, on s'est trompé. Donc on doit également gérer le retour de certaines données. Donc ça commence à devenir très compliqué en termes de gestion. Évidemment, on doit gérer ça dans différents environnements, intégration, développement, recettes et production. Là, vous avez une vue à plat de la prod, on va dire. Il faut multiplier ça donc par 4. Donc, vous voyez qu'on est dans un moment où l'exercice est un peu compliqué. D'ici 2025, on le souhaite, on pourra couper le robinet de tout le monde d'avant, des bases Oracle, des applications bureautiques et web qui datent de 2004. Là, on sera content déjà. Je pourrais peut-être revenir vous présenter la suite.
Et puis à partir de là, on pourra connecter différents progiciels métiers sur le futur socle, enfin le socle actuel pardon, en Postgre. On pourra également penser à pousser plus facilement de données en open data, parce qu'on commence à être interpellé sur le sujet. Et puis, une fois que tout ça sera formalisé, on pourra communiquer facilement avec les services de l'État, se connecter à des API, mettre à jour nos données directement. Mais ça, c'est pour demain. En termes de ressources en eau et de GEMAPI, j'ai focalisé quelques exemples, puisque c'était l'objet du sujet de la réunion du jour. On a des enjeux aujourd'hui sur la protection de la nappe phréatique. Du côté du Rhône, on a la nappe d'accompagnement du Rhône, qui est à une profondeur très basse, enfin peu profonde, pardon. Donc à 3-4 mètres de profondeur. Donc on nous a demandé de réaliser une cartographie de la profondeur de la nappe, qu'on a croisée aux parcelles, pour identifier les parcelles où la nappe était en moyenne à moins de 4 mètres de profondeur. Donc sur ces parcelles, l'idée c'est de ne plus construire de sous-sol, de limiter le rabattement de la nappe, parce qu'en fait, pour tout vous dire, on est sur le secteur de la Pardieu, de Villeurbanne, secteur très dense, où on a beaucoup d'immeubles, beaucoup de parkings, et c'est déjà le cas, il y a beaucoup de pompage. Et comme la nappe est un peu en souffrance, l'idée c'est de réduire le nombre de sous-sols et le rabattement de la nappe. Il y a également un encadrement des pompages qui est réalisé. Aujourd'hui, c'est des enjeux politiques. Il y a une facturation qui a changé. Donc si aujourd'hui on pompe beaucoup dans la nappe et qu'on rejette au réseau, ça coûte très cher. Donc ça réduit assez vite la motivation de créer des sous-sols. Et puis ce sont des coûts pour la station d'épuration. Ces rabattements de nappe qui retournent au réseau, aujourd'hui c'est 17% du total des eaux claires parasites qui arrivent en station d'épuration. Donc mis bout à bout, ça fait des millions d'euros à traiter pour la métropole. Donc ça c'est un enjeu politique qui a été posté il y a encore moins d'un mois par notre président. Donc là, Géomatique a mis à disposition la carto. On a aussi des gros enjeux de ruissellement. Ça encore sujet d'actualité. Donc ce qu'on appelle le ruissellement, c'est les eaux pluviales non gérées par le dispositif dédié et qui s'écoulent en surface. On a le ruissellement urbain et le ruissellement agricole, qui est lié à l'érosion. L'objectif, c'est de préserver la disponibilité, la qualité de la ressource en eau, limiter les risques d'inondation, évidemment, et puis identifier parfois des sources de pollution potentielles. Donc notre service met à jour 3 couches SIG qui alimentent le PLU. Axe d'écoulement, périmètre de production, périmètre d'écoulement. Alors ces couches, elles ont été produites par des cabinets, des bureaux d'études, à partir de données 2D, 3D, des modèles hydrologiques. Donc là, c'est plus mon métier. Mais en tout cas, tout ce qui est données carto, on leur a mis à disposition et on les a accompagnés dans la production de ces données. Donc là, je vous ai mis des illustrations récentes. On a des événements pluvieux assez violents depuis quelques années, avec des ruissellements importants, et puis vous le verrez, des débordements également. Donc l'objectif, c'est de favoriser l'infiltration à la parcelle, augmenter le couvert végétal aussi pour absorber ces pluies, et puis limiter l'imperméabilisation. Donc comme je vous le disais, on a également une base de données de débordement gérée par l'équipe. On a 1000 objets aujourd'hui qui sont référencés et qui font l'objet aussi d'une refonte intégrale de réflexion pour améliorer le modèle de données. On aimerait mettre en place des indicateurs complémentaires et on aimerait historiser tous ces débordements. On aimerait, lorsqu'on clique sur un objet, avoir toutes les occurrences passées et un peu plus de détails sur la donnée. Donc je ne vous cache pas qu'il y a pas mal d'enjeux parce que derrière, il y a des incidences très importantes en termes d'assurance et de recouvrement lorsqu'il y a des débordements. Donc là, on parle de débordement de réseau. C'est souvent lié au ruissellement. C'est dès lors qu'il y a un peu trop de pluie, tout sort des réseaux, ça ruisselle. Et là, vous avez des photos assez impressionnantes d'épisodes très récents encore. On assure aussi, comme je vous l'ai dit, des prestations de services et de développement pour nos collègues. Donc là, c'est une équipe qui suit les pluviomètres de la métropole, qui avait besoin de carto, qui avait besoin d'être autonome. Donc on leur a mis à dispo un projet QGIS avec des scripts Python qui lancent eux-mêmes et qui permet de réaliser des mises en page automatiques chaque mois, chaque semaine, etc., quand ils le souhaitent. Et puis on peut comme ça faire des animations et suivre l'évolution de la pluvio sur la métropole. Ces données sont publiées en open data, donc vous pouvez aller voir les relevés pluviaux des 34 pluviomètres sur la métropole. Encore des photos impressionnantes, là, notamment les dernières de avril 2024,
sur la commune d'Irigny, au sud de Lyon, où il y a eu un épisode pluvieux de 130 mm en 2 heures, donc c'est assez important, c'est peu fréquent chez nous sur Lyon. J'ai l'impression que ça l'est moins ici, mais... Non. Dans la même veine, il y a un projet, un plan ou une stratégie ville perméable à la direction du cycle de l'eau. Donc l'objectif, c'est de favoriser la recharge des nappes, alimenter les cours d'eau, réduire encore une fois la charge dans le réseau d'assainissement, et puis développer les techniques alternatives. Il y a un objectif politique de désimperméabiliser 400 hectares à 2026. Donc il y a une équipe dédiée qui gère ça à la direction. Et on leur a mis à disposition une couche que moi j'ai appelée expérimentale, qui met en avant 3 types de surfaces sur le territoire. Les surfaces perméables, donc tout type de surface naturelle, les surfaces imperméables directement reliées au réseau, chaussées, trottoirs, parkings, et les surfaces imperméables indirectement reliées au réseau. Donc ce sont les bâtiments. Ils avaient besoin de connaître ces 3 types de surfaces pour leur traitement et leurs analyses. Et j'ai fabriqué cette carte, du coup, quand je disais notre équipe a fabriqué cette carte, à partir d'une base de données occupation du sol végétation, qui avait été produite à la métropole, à partir de données, une classification réalisée en 2018, avec 40 couches de données. Donc là, c'était une classif très riche, avec de nombreux polygones très complexes, assez durs à exploiter. Et elle avait été faite à partir des données LIDAR, des images RVB, de l'infrarouge, de la photo-interprétation et pas mal de terrain. Donc on a une base vraiment très qualitative. Et en fait, mes collègues voulaient une base un peu plus réduite, plus facile à la lecture pour la désimper. Donc on leur a fabriqué ce produit. Je vous avais parlé de la DECI, donc la défense extérieure contre l'incendie. On a également des gros enjeux de suivi de la ressource en eau pour les pompiers, pour les interventions. On a l'obligation, on s'est donné comme obligation de mettre à disposition une carte qui permet de s'assurer que chaque bâtiment est bien couvert en eau pour les poteaux incendie. Donc pour ça, on applique une grille de couverture qui est fournie dans le schéma départemental d'incendie et de secours. Donc on suit les préconisations fournies dans ce règlement. Donc en fonction de l'usage du bâtiment, si c'est une habitation, des bureaux, des magasins, en fonction du type de ERP, les règles ne sont pas les mêmes. Donc ce sont des traitements assez conséquents, assez complexes là aussi. On a des traitements, 4 chaînes de traitement qui se suivent, qui prennent parfois des dizaines d'heures pour arriver à produire un fond de plan et identifier les secteurs où il y aurait potentiellement des carences. Donc pour ça, on utilise la BD Topo, les routes, les bâtis, les AC, les fichiers fonciers du CEREMA. Jusqu'à présent, on utilisait les fichiers magiques pour avoir certains indicateurs. Maintenant, on les trouve dans les fichiers du CEREMA. On a les ERP qui sont fournis par le SDMIS, les ICPE, évidemment notre base de points d'eau incendie, et puis les colonnes sèches lorsqu'on les a dans les bâtiments. Donc c'est un outil d'aide, mais je reste toujours très prudent, et ça c'est aussi notre métier de le dire. Il y a quand même des limites à la méthode, dans le sens où on doit faire parfois des arbitrages dans la méthode. Les données ne sont pas parfaites, c'est clair. Elles datent d'une photo, d'un temps précis, d'un temps donné. La précision de ces dernières n'est pas toujours parfaite. L'exhaustivité n'est pas complète. On doit connaître par exemple le débit précis de chaque poteau incendie. Donc on a ces valeurs, mais qui n'est pas toujours bien renseigné, qui n'est pas toujours à jour, qu'on doit contrôler régulièrement, etc., etc. Donc voilà, c'est une aide à la décision, c'est une carte qu'on produit, mais sur laquelle il faut rester très prudent. On peut avoir des faux positifs, des faux négatifs, et on est en train actuellement de relancer le traitement. Parmi les autres sujets sur lesquels on travaille, on a notamment la décorrélation des bases assainissement et milieu aquatique. Donc jusqu'à présent, le SIG de la direction du cycle de l'eau était orienté très assainissement, en fait, historiquement. Et on a de plus en plus d'enjeux sur les milieux aquatiques, vous l'aurez compris. Donc il y a un besoin de décorréler aujourd'hui ces deux bases. On a aussi pas mal de besoins de modélisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Donc là, c'est un métier aussi à part entière que je découvre, avec les noues, les tranchées, etc. Tout un tas de vocabulaire que je ne maîtrise plus ou moins bien. On a un service aussi qui fait de la gestion patrimoniale et qui suit un projet national qui s'appelle SEMA+, je crois même que c'est un projet européen, qui vise à améliorer la connaissance de son patrimoine. Il y a un outil qui accompagne le sujet.
On aimerait simplifier notre modèle de données, qui est aujourd'hui assez complexe et qui fait partie de notre héritage, hein, et qu'on a du mal à décortiquer aujourd'hui. On aimerait rejoindre des standards type RAEPA, bien sûr, et ou la symbologie de l'AST, dès qu'on le peut. Je vous ai parlé des données de débordement pour suivre des événements et historiser l'occurrence des intempéries, par exemple. Et puis, on a un gros travail de dictionnaire et de catalogage, puisqu'on a encore des dictionnaires des anciens modèles qu'on doit adapter maintenant à nos nouvelles bases. Et c'est encore pas tout nickel chez nous. Je fais une petite conclusion sur une dernière donnée à laquelle moi, je n'ai pas participé, donc je n'ai pas trop de mérite. Mais comme on est ici dans un lieu de réalisation de photographie aérienne, je me suis dit que c'était pas mal de vous en parler. Ce sont mes collègues du service écologie urbaine qui ont lancé un projet de réalisation d'une ortho nocturne dans le but de faire une trame noire et de travailler sur l'amélioration des rendements, etc., et des nuisances liées à l'éclairage public. Donc l'objectif, c'était de cartographier une continuité écologique nocturne, sensibiliser également les élus et les citoyens sur l'éclairage nocturne, sur la santé humaine et les rythmes biologiques, et c'était un outil de diagnostic de pollution lumineuse. Les acquisitions ont eu lieu en février de cette année, 2024, 2 acquisitions la même nuit, avec une moindre couverture végétale, du coup en février, un vol à haute altitude, et la caméra, c'était une Leica DMC. La résolution au sol, 26 cm, des recouvrements assez importants. Et une des principales contraintes de ce type de vol, c'est la fenêtre temporelle qui est serrée, puisqu'elle doit être hors période des fêtes, dans la ville des Lumières où on a le 8 décembre, Noël, etc. Donc je pense que c'était la principale difficulté. La météo, évidemment, en mois de février, qui est jamais simple. Donc voilà le plan de vol classique, nord-sud sur Lyon, parce qu'en général, le sens du vent est nord-sud. Une vingtaine d'axes, 540 km, moins de mini-images. Donc là, c'est le fichier brut, c'est l'ortho nocturne, qui ensuite a été traité en ortho luminoplan RVB et en valeur de luminance. Donc là, je ne suis pas expert, je ne fais que relayer ce qu'on m'a dit. Donc il y a une image raster qui a été constituée avec une segmentation en 6 classes, en fonction du niveau de luminance lié à l'éclairage public. Donc voilà un exemple du rendu. Et ensuite, à partir de cette donnée, il a été produit une trame noire par le croisement fait grâce au diagnostic lumineux et du diagnostic écologique. Donc le diagnostic écologique, lui, pour le coup, il s'appuie sur des données type occupation du sol et beaucoup de données d'observation des espèces naturelles. Tac. Donc avec ce travail, le croisement de ces données a permis d'identifier des conflits lumineux, des zones de conflit, avec évidemment, vous l'imaginez, le constat d'une forte pollution lumineuse sur certains secteurs à l'échelle du territoire de l'étude. Et aujourd'hui, ce produit va permettre de mettre en avant différentes solutions, peut-être programmer le changement de mobilier sur certains secteurs, d'utiliser des spectres lumineux plus adaptés et de mettre en avant un plan de gestion. Donc c'était tout le travail de mes collègues géomaticiens du service écologie urbaine, grâce à cette image, cette ortho nocturne, mettre en avant ce sujet. Ils ont fait un site web, pour le coup, je ne sais pas s'il est accessible. Un exemple, voilà. Et j'en termine là-dessus. Merci. Merci. Merci Manuel pour cette présentation. J'avais 2 questions. Une question relative à l'intégration des travaux neufs, donc plan de récollement. Est-ce que c'est automatisé? Est-ce que ça se fait à travers les outils, les logiciels présentés là? La deuxième question, elle porte sur les poteaux d'incendie. Est-ce que vous avez une base commune avec le SDIS? Parce que nous, je ne me suis pas présenté, Ludovic Monsart, Tour Métropole. On a des difficultés en fait à unifier nos bases de données entre donc la base de données des PEI SDIS et notre base de données des poteaux d'incendie. Ok, merci pour la question. La première question qui était... J'étais en train de réfléchir à la deuxième. Oui, l'intégration des plans de récollement. Oui, on a un outil qui avait été développé en 2004
donc sur le monde d'avant, celui que j'appelle le monde d'avant, sous Oracle, et qui fonctionne aujourd'hui au quotidien, hein. Et cette brique-là, on doit la refondre justement dans l'année, sur sans doute QGIS demain. Et voilà, bah, c'était du développement spécifique pour le coup à l'époque, hein, et qui fonctionne très bien, il n'y a rien à dire. Donc ça fonctionne très bien. Et effectivement, la mise à jour du SIG de l'eau, on va dire, se réalise quasiment uniquement à partir des plans de récollement. Mais il y a vraiment une sensibilité au sujet historique. Donc ça fonctionne. Et concernant les poteaux incendies, oui, on collabore avec le SDMIS. On n'a pas tout à fait les mêmes enjeux. Nous, on doit gérer finalement ce qui se passe sur le domaine public. Eux, ils ont aussi une base un peu plus importante parce qu'ils ont des poteaux privés. Donc on essaie de se coordonner, mais ça se passe pas mal. Il y a effectivement des nuances. Une question un peu technique. Alors sur l'orthoconfinement, si c'était fait avec le Green Observer, il n'y a pas eu quelques soucis d'altitude de vol, de hauteur de vol? Non. Non. Okay. Bah, si on a eu, je n'ai pas été mis au courant. Non, mais parce que enfin, sur Strasbourg, par exemple, ils n'ont pas le droit de voler en dessous de 1500 mètres. Donc, voilà. Donc, c'est les 5 cm, c'était le max qu'on peut faire. Ouais. Et sur l'ortho nocturne, la caméra, c'est pas une caméra spécifique pour... Enfin, c'est une caméra couleur classique, non? Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est une caméra standard. Là. Donc, ils n'ont pas utilisé de capteur particulier pour ça. Ouais. Bah, du coup, pas à ma connaissance.